Bonjour à tous et bienvenue au podcast RPM. J'avais hâte de vous présenter l'épisode aujourd'hui. J'ai toujours hâte de vous présenter les épisodes. Mais aujourd'hui, c'est un épisode qui est spécial parce qu'on reçoit quelqu'un dans le domaine du contrôle routier. C'est un métier que je comprends pas tout à fait encore à quoi ça sert et qu'est-ce que les gens qui travaillent dans le domaine du contrôle routier font exactement. Et là, on a la chance de parler avec quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine, à vrai dire. Il s'appelle Sébastien Drolet. C'est le sergent et vice-président au contrôle routier et à la sécurité des véhicules à la Société de l'assurance automobile du Québec. J'ai lu son titre parce que c'est vraiment un long titre, mais c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui va être très pertinent. Je sais que c'est un métier qui est de plus en plus dangereux. C'est qui les gens qui font ça dans la vie? Est-ce qu'ils peuvent vous arrêter aussi, les contrôleurs routiers? Je veux savoir s'ils peuvent nous donner des tickets à nous, simples mortels. Donc, on va aller explorer un peu cet univers-là ensemble et on va partir ça dans les prochaines minutes. Mais juste avant, je tiens toujours à remercier mes amis d'Automobile en direct pour nous permettre de faire ce magnifique podcast. Merci de nous encourager et j'ai surtout envie de vous remercier, vous qui écoutez présentement le podcast. C'est tellement le fun. On a du fun ensemble, on jase, on s'écrit, vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous rentrez en contact avec moi, puis c'est vraiment un immense plaisir de pouvoir faire le podcast RPM grâce à vous. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et je vous invite à vous installer confortablement parce qu'on décolle ça dans les prochaines secondes. Ah, les voitures électriques. Ça fait jaser. Ça fait jaser. Tu sais, on en parle beaucoup à l'émission. Vous en parlez beaucoup. On en parle beaucoup sur le site web aussi. Les gens nous en parlent aussi beaucoup. Dès que je fais un essai sur le site web, je vois directement les commentaires en dessous. Ça fait beaucoup jaser. Positif ou négatif, mais il y en a pour tout le monde. C'est vraiment... partagé. C'est très partagé. Et là, j'ai envie de me lancer moi-même dans l'aventure actuellement. J'ai regardé plusieurs modèles. Je connais mes affaires. Là, encore une fois, je joue un personnage. Je fais le personnage de quelqu'un qui cherche une voiture électrique. Et présentement, j'ai 35 000 de budget. Je veux un véhicule usagé, bien évidemment. Et je cherche surtout de l'autonomie. Donc, on y va. On va sur le site d'automobileendirect.com. OK. Donc, si on met le budget maximum à 35 000... On va filtrer beaucoup de Tesla, j'ai l'impression. On tombe à 50 résultats disponibles. Et minimum, moi, j'aime ça mettre un minimum. Ça va nous éviter les véhicules qui sont très, très bas dans l'inventaire. Donc, 25 000 Parfait. Ça va nous donner... Regarde, on tombe déjà à 26 résultats. C'est quand même assez intéressant. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'on voit l'autonomie là, qui est écrite ici. Fait que ça peut nous permettre d'avoir une bonne idée. Donc, une Toyota BZ4X 367 km, Kia Niro à 385. Ici, on a un modèle 3 SR Standard Range. Ça nous donnait autour de 410 km d'autonomie. Oh, OK, ça s'en vient intéressant. Regarde, Ioniq 5 Preferred Long Range, 488 km d'autonomie homologuée, 73 000 km. Ici, on a un Mach-E à 360 km. Oh! Long Range Dual Motor All-Wheel Drive Tesla 2020 modèle 3, 125 000 km. Moi, j'ai un peu plus de misère avec ça parce que on connaît un peu la réputation du constructeur et aussi 2020, c'était dans les années où la modèle 3, non, ça commençait pas, ça a commencé un peu avant. Mais on était encore dans des années d'ajustement avant d'atteindre la vitesse de croisière qu'on connaît maintenant. Là. J'ai fait un tour sur la deuxième page, il n'y a pas grand-chose d'intéressant pour les critères que tu mentionnes. Donc moi, je reviens à la Ioniq 5 Preferred Long Range 2022. C'est quand même dans les meilleurs. Là, oui, c'est ça, exactement. Puis c'est aussi un équilibre que tu veux un véhicule, oui, qui a de l'autonomie, mais tu veux un véhicule durable, tu veux un véhicule qui, va t'offrir de l'espace, va t'offrir un bon agrément de conduite. On est là avec ça, là. Et garde en tête le fait que malgré qu'on a 73 000 km, c'est un véhicule qui est encore garanti, là, bumper à bumper, pare-choc à pare-choc. Donc, ça serait mon choix là-dedans. Merci, bye-bye! Alors, bienvenue au podcast RPM. Aujourd'hui, on reçoit Sébastien Drolet. Bonjour. Bonjour. Quel plaisir de te recevoir, Sébastien. Je vais te mettre en contexte un peu. Tu es le sergent et vice-président en vice-présidence, on dit vice-présidence. À la vice-présidence. À la vice-présidence. C'était vraiment un long titre, mais je vais le dire au complet, les gens vont rire. Sergent à la vice-présidence au contrôle routier et à la sécurité des véhicules à la Société de l'assurance automobile du Québec. Si on fait ce cours, là, je suis sergent à Contrôle routier Québec. Bon, voilà, ça, j'aime ça. C'est encore plus facile de même. Merci de prendre du temps aujourd'hui. Je sais que vous avez des horaires qui sont assez chargés également. Puis je voulais passer un peu de temps avec quelqu'un dans le domaine du contrôle routier parce que on parle de plusieurs professions dans l'univers automobile. Hein. Il y a des professions comme les policiers, on va en parler souvent. On va parler des pilotes de course aussi. Mais il y a aussi ce métier-là, les verts, hein, les véhicules verts sur la route qui sont là pour faire un peu le contrôle routier. Puis là, genre, comme tu vois que je suis très large dans mon explication parce que je vais vouloir que tu me l'expliques un peu plus davantage. On est moins connus, tu sais. Exactement. Puis j'ai envie de comprendre un peu aussi, c'est qui le genre de gens qui font ça? C'est qui
qui devrait se dire, OK, moi, mettons une profession de contrôleur routier, ça m'irait. J'ai envie toujours de commencer avec une question un peu plus personnelle parce que j'ai envie d'apprendre à te connaître un peu, mais est-ce que toi, le travail de contrôleur routier, ça a toujours été quelque chose que tu as voulu faire? C'était-tu comme ton rêve quand tu étais petit cul de te dire un jour, je vais être contrôleur routier? Écoute, je te mentirais pas, quand j'étais petit, moi, contrôleur routier, ça me disait rien. Je savais pas c'était quoi. Là, moi, j'ai étudié en technique policière au cégep. Puis à un moment donné, il y a 2 contrôleurs routiers qui sont venus faire une présentation en classe au cégep. Et puis, ils nous ont expliqué leur travail, qu'est-ce qu'ils faisaient au quotidien, quel genre de cas ils pognaient sur la route, puis tout ça. Puis ça m'a parlé, ça m'est resté en tête parce que c'est vraiment là que j'ai connu c'était quoi le contrôle routier. Et puis moi, quand j'étais au cégep, on parle dans les années 2008-2011, il y avait vraiment un creux au niveau de l'embauche dans le métier policier. Donc, ça n'engageait pas beaucoup. C'était pas tout le monde qui sortait des cégeps qui réussissait à devenir policier. Tu sais, je te fais, mettons, un ratio, là, vraiment... C'est maison, là, on va dire. Oh oui, mais, c'est sondage, je sais passer de relais. C'est ça, exact. Mais tu sais, mettons, de la gang qu'on était au cégep, il y en a peut-être 1 sur 2 qui est policier ou policière aujourd'hui. Okay. Fait qu'à l'époque, on était vraiment dans un creux de vague. Et là, tu commences à regarder les possibilités. C'est qu'est-ce que je peux faire, moi, avec une technique policière, mais qui, au final, il ne s'engage pas dans la police, il n'y a pas de place pour tout le monde. Fait que... Puis là, j'ai vu le concours, c'est un concours au gouvernement qui rouvre, là, dans le fond, pour embaucher des contrôleurs routiers. Et là, je me suis rappelé de la présentation que j'avais eue en classe, que j'avais bien aimée, tu sais, puis j'ai dit, tiens, je vais appliquer. Puis je fais le processus, c'est assez long, il y a plusieurs étapes. Au bout de la ligne, si je suis pris, ben, c'est parce que je suis fait pour ça. Ça ressemble à quoi un processus, mettons, de même? C'est-tu des tests physiques? Parce que, tu sais, les policiers, je sais qu'ils font des tests physiques. Tu sais, je pas la même chose parce que je dis ça comme si je le savais, mais je ne sais pas ce qu'ils font réellement. Là. Fait que c'est pas là-dessus qu'ils vont insister. Tu sais, au départ, quand tu appliques, tu as une espèce de... puis là, je remonte à quand moi je l'ai fait, là, parce que ça a évolué depuis ce temps-là. Mais quand même, t'envoies comme une espèce de formulaire que tu remplis. Là, puis après ça, ben, tu es appelé aux examens écrits. Il y a des examens écrits, il va y avoir une espèce de test psychométrique. Okay. Ils veulent juste s'assurer, en fait, que tu as une tête sur les épaules, là, puis que... Encore une fois, c'est pas tout le monde qui peut être pris non plus pour faire ça. Là. Non, c'est ça, exactement. Il y a beaucoup de gens qui appliquent, puis au final, je repense à quand moi je l'ai fait, on était, je pense, 2800 candidats, puis il en prenait 18. Là, OK, non, mais je trouve ça pas mal de le dire tout de suite, parce que... Puis là, tu me diras si c'est ça que t'entends toi aussi, mais des fois, j'ai entendu dire, les gens qui font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à aller dans la police. Mais ça, je trouve ça tellement péjoratif. Je me dis, tu sais, clairement, c'est dur de rentrer aussi. Mais quand tu y penses, là, j'avais moins de chances d'être contrôleur routier que d'être policier. Parce qu'il en prenait 18 sur 2800. Là, on parle à l'époque, là, c'est sûr que ça peut changer, ça peut varier avec le temps. Un peu comme toutes les professions actuellement, il y a des demandes un peu partout. Même les policiers aujourd'hui engagent... Ce qui arrive chez nous, c'est qu'ils n'engagent pas juste des gens qui ont fait une technique policière. Ils engagent des gens de toutes sortes de domaines. Et c'est ça qui fait notre force sur le terrain. C'est qu'on a des gens qui sont issus, qui sont d'anciens camionneurs, qui ont travaillé en mécanique, qui ont... il y a même des professeurs, des enseignants primaires. Je veux dire, il y a des gens de tous les domaines. Et c'est ça qui fait au final qu'on a chacun nos forces sur le terrain. Quand j'ai un problème, un cas spécial, un peu plus complexe, ben, je sais qui appeler. Ah là, mon collègue, un tel, il est bon en mécanique, c'est lui que je vais appeler. Je veux dire, il a fait 10 ans de mécanique sur des véhicules lourds. Il en sait un peu plus que moi qui a fait une technique policière. Fait que... Sur ce que tu sais, mettons, par rapport à ces gens-là, ce que je trouve ça le fun, vois-tu, je le savais pas. Moi, je pensais vraiment qu'il fallait que tu fasses police, la technique policière, après ça, tu allais dans le contrôle routier. Pour les gens, exemple, qui sont des anciens mécaniciens ou des camionneurs, y a-t-il une formation supplémentaire à faire? Oui. C'est juste qu'à la différence du métier de policier, nous autres, on est engagés d'abord. Après le processus, je te disais, il y a des tests écrits. Ouais. Ben après ça, il y a un test médical. Ils vont s'assurer que tu es en bonne santé. Tu sais. Ensuite, la psychométrie, tantôt, tu me dis oui, aussi, je pense. Le test psychométrique. Ouais. Mais voyons, c'est pas ça que je veux dire. C'est toutes les étapes, il y en a plusieurs. Il y a une enquête de sécurité. En fait, ils veulent s'assurer que tu n'es pas dans le milieu criminel. Ben, ça me semble logique. C'est ça. Quand tu n'es pas dans ce milieu-là, tu n'as pas des amis qui sont là-dedans, de la famille, tout ça. Et ils veulent s'assurer que tu es une personne là, qui a de bonnes mœurs, comme on dit. Et puis, au final, ben, il y a une entrevue. Puis, suite à l'entrevue, qui est pas mal dans les dernières étapes, ben, tu es embauché. Si, bien sûr, ils veulent de toi. Et puis, là, ils t'envoient te faire former. C'est 21 semaines à l'École nationale de police à Nicolette. OK, de plus qui s'ajoute. Ben, en fait, c'est comme il n'y a pas de prérequis, c'est-à-dire ça prend un secondaire 5, théoriquement, là, pour donner le contrôleur routier. C'est sûr que... Puis,
un 2 ans dans un domaine connexe d'expérience. Puis domaine connexe, ben, ça peut être, comme on a mentionné tantôt... moi, j'ai dit en communication, je pourrais-tu un jour, le lendemain, me recycler en contrôleur routier? Je pourrais pas dire exactement à quel point le connexe, il va jusqu'où. OK. J'espérais quasiment là. Dans le domaine du transport, logistique du transport, camionneur, mécanique. Là, on parle de technique policière. Donc, des gens qui étaient dans ce domaine-là. D'anciens policiers, même des fois, viennent chez nous. Ah oui? Ça arrive à l'occasion. Donc, tu sais, c'est ça. C'est le domaine connexe, 2 ans. Puis après ça, Une carrière après ça, quand même, une fois que tu es engagé puis tu travailles là, tu peux vraiment te lancer après ça pour toujours dans ce métier-là. Il y a de la place pour tout le monde une fois que tu es engagé. Une fois que tu es engagé, il n'y a pas de stress. Là. Si tu fais bien le travail... c'est un job, là. Oh oui. Puis il y a quand même possibilité de gravir les échelons parce que, bon, tu peux être agent, sergent, lieutenant, capitaine. Il y a on a aussi la branche d'inspection d'entreprise. Donc, on a des inspecteurs en entreprise qui vont faire du travail un peu plus bureau jusqu'à temps qu'ils aillent directement en entreprise vérifier des documents. Donc, un peu comme les enquêteurs dans la police, on a notre section d'inspecteurs. De véhicules. Ouais. Mais là, parlons-en. OK, là, on va rentrer un peu plus dans le sujet, justement, de la 2 profession. secondes, je t'arrête. Là, j'ai chaud un peu. Ben oui, je vais me mettre à l'aise, OK? Écoute, je suis content que t'en parles parce que j'allais justement dire. Là, t'as comme une veste. On dirait que t'as une veste. C'est comme la police. Là, on dirait que je parle de ton... c'est une veste par balle. C'est une veste par balle. Puis là, clairement, il doit faire chaud avec ça. Donc, ceux qui écoutent sur YouTube, vous le voyez très bien. Mais ceux qui sont à l'audio, vraiment une veste par balle avec les trucs fluorescents, contrôle routier, la patch, ton nom qui est là. Ça fait très officiel, là, quand même. Là, c'est capoté. Puis là, j'imagine qu'il fait chaud un peu, hein? Je me suis emmené en véhicule de patrouille, donc... Oh my God! C'est-tu un Ford Explorer? C'est un Ford Explorer 2014. Et, 2014? Il est banalisé. OK. Couleur sable. OK. Donc, faut aimer. Donc, un Ford Explorer 2014. Police Interceptor, quand même. Mais oui, OK. Fait que avec le même package de Police Interceptor qu'on connaît. C'est ça. Puis là, tu me disais que t'es en 2014 quand même. Y a-tu beaucoup de millage, ce véhicule-là? Il doit avoir roulé pas mal. 192, 193 000, ouais. J'avais comme l'impression que ces véhicules-là, ça montait à 300 000 km après 3 ans, là. C'est quoi les banalisés, ils sont un peu moins utilisés. On va les garder pour, couvrir des dénonciations, des plaintes, là, mettons, dans le jargon, là. On les sort pas à tous les jours, donc ils vont monter en millage un petit peu moins rapidement, souvent. Là. Mais parlons-en justement des types de tâches que tu fais dans ton travail. Ça ressemble à quoi, mettons, une journée typique pour toi? Là? Un contrôleur routier, là, mettons qu'on parle des véhicules qu'on intercepte là, dans les véhicules de notre mandat. Ce sont les véhicules lourds, les véhicules commerciaux, puis tout ce qui est transport de personnes. Fait que c'est transport de biens, transport de personnes. Genre les petits autobus. Autobus, minibus, autocar, taxi, Uber, Lyft, limousine, tout ce qui est transport de personnes rémunéré, là, ou pas dans certains cas, mais on va. Puis tout ce qui est transport de biens, c'est notre mandat. Okay. Fait que c'est assez large. Là. Dès qu'un véhicule a une plaque F. À partir du moment que le véhicule a une plaque F tombe dans notre mandat, parce que c'est un véhicule. On dit une catégorie d'usage commercial. Donc, il y a une vocation commerciale, ce véhicule-là. Okay. Donc, il tombe dans notre mandat. Moi, j'essaie des voitures de presse. Ça fait partie de mon travail. Souvent, j'ai des plaques F. Donc, théoriquement, je pourrais me faire arrêter par les contrôleurs routiers. Oui. Hein? Intéressant à savoir. Qu'est-ce que vous pouvez faire, mettons, que vous m'arrêtez sur la route? Est-ce que vous pouvez... je vais poser la question qui me brûle les lèvres depuis le début, là, mais peux-tu me donner un ticket de vitesse? Parce que des fois, j'en vois... Les plaques F? Oui. Oui. Ah, OK. Écoute, tes plaqués F, là, ça ici, là, je vais te montrer, c'est le code de la sécurité routière. Là. Okay. Tu vois, c'est assez épais quand même. Une grosse bible mauve avec beaucoup de pages. Ben ça, c'est une des trois bibles qu'on va appliquer sur le terrain. OK. Ça, c'est le code de la sécurité routière. Okay. Tu vois, j'en ai 2 autres là, qui sont assez larges aussi. On a presque aussi épais. On a la loi sur les transports. C'est le transport des matières dangereuses. Ouais. Ça, c'est régi par la Société de l'automobile du Québec. Ben, en fait, non, c'est juste que c'est les livres qui nous sont destinés pour faire notre travail, là, mais c'est un règlement qui est fédéral. Puis on a un règlement provincial qui y fait référence. OK. Ça, mettons, ça, c'est vraiment tous les articles qui te donnent un peu qu'est-ce que tu peux arrêter comme véhicule, quelle matière tu peux surveiller. Ou ça sert à quoi? Celui-là, c'est carrément sur le transport de matières dangereuses. Donc, tout ce que, tu sais, les placards qu'on voit, là, l'espèce de... Le triangle, pas de c'est un carré qui repose sur sa pointe, là, un genre de losange. Ben, ça nous indique qu'il y a des matières dangereuses. Il y a une présence de matières dangereuses dans ce mouvement de transport-là. Donc, c'est une des choses qu'on va vérifier. Puis ça, c'est toute la réglementation qui a trait au transport de matières dangereuses. Parce que j'imagine que quand tu transportes une matière X, il faut que tu la transportes d'une manière X aussi. Effectivement, il y a des règles qui se rattachent à ça.
Puis dépendamment, c'est quoi? C'est-tu de l'essence, du diesel, du propane? Ça peut être toutes sortes de produits. Là, il y en a des centaines. Ils vont tous avoir leurs particularités. C'est-tu plus fréquent pour vous de faire des interceptions par rapport à des matières dangereuses ou à des gens comme moi qui ont des véhicules de presse puis qui ont des plaques F? Notre travail est tellement je te dirais, diversifié. Là. OK? Si on revient, mettons, à notre journée type. Là, OK? Il y a des journées où on va avoir un code d'opération pour la journée. C'est-à-dire que notre organisation va vouloir qu'on travaille sur certaines thématiques en particulier, essayer de vérifier ça sur le terrain. Bon, fait que ça peut être une journée où on va avoir une thématique heure de conduite. On veut s'assurer que les conducteurs de véhicules lourds vont respecter les heures maximales. Parce que eux, ils ont des logbooks, là? Ils ont des rapports d'activité, DCE. DCE, c'est un dispositif de consignation électronique. Là. C'est les fameux logbooks électroniques. Là, ça donne le temps que la personne était derrière le volant du véhicule. C'est ça. Ben, les autres, dans le fond, les conducteurs de véhicules lourds ont des maximums au niveau de la conduite, au niveau du travail par jour, qui inclut la conduite. C'est combien, hein? Ben, c'est 13 heures de conduite maximale. En ligne? Ou c'est total dans ta journée? Total dans ta journée ou dans ton poste de travail, parce que des fois, tu vas commencer en soirée, mais ton poste va être sur 2 journées. C'est-à-dire qu'il va se terminer le lendemain, mais ton poste de travail, tu as 13 heures de conduite, 14 heures de travail qui inclut le 13 heures de conduite, à ne pas dépasser. Après 13 heures de conduite, il faut que tu arrêtes. Tu arrêtes ça, 14 heures de travail. Si là-dessus, mettons, tu as 12 heures de conduite puis 2 heures de travail, tu n'as pas atteint ton 13, mais tu as atteint 14 heures de travail. Complet, donc là. Il faut que tu arrêtes aussi. Et tout ça peut s'échelonner au maximum dans ton corps de travail pour pouvoir durer 16 heures. C'est plus, je te fais vraiment un résumé. Non, mais c'est intéressant. On parle du. Mettons. On parlera pas des exceptions, mais ça, c'est pas mal les règles de base. Là, le 13, 14, 16. 16 heures de temps écoulé. C'est-tu le même temps un peu partout ou c'est le temps, exemple, au Québec, c'est comme ça? Mais au Canada puis au Québec, présentement, c'est ça. OK. Fait que, mettons, tu roules en Ontario, tu traverses le Québec et l'Ontario, tu as quand même toujours ton 13 heures. Là. Souvent, là, au Canada, les règles ont tendance à se suivre quand même. Pas toutes, là. C'est pas vrai. Mais au niveau des heures de conduite, c'est très, très semblable. Le but, c'est de la sécurité. On veut pas que les gens s'endorment au volant et soient encore des bons réflexes. Ben en fait, parce qu'à partir d'un certain moment donné, quand tu es trop fatigué, ça a le même effet sur ton corps que si tu étais intoxiqué par l'alcool. Tu vas avoir moins de réflexes. Tu vas carrément perdre des bouts de la route. Là. Tu vas pogner des clous, et puis là, il y a un danger. Là. En plus, tu es au volant d'un véhicule lourd, donc s'il y a un accident, un impact, c'est beaucoup plus grave qu'un véhicule personnel. Dans le sens pour vérifier ça, dans le fond, vous arrêtez les gens, puis vous allez dans les logbooks. On va vérifier leur logbook. Directement. Fait qu'il faut qu'ils soient à jour. C'est ça. Mais en fait, maintenant, on genre des délinquants. Maintenant, je te dirais, le logbook papier, ça existe pratiquement plus là, parce que l'obligation d'avoir un log électronique, un DCE à bord du véhicule, c'est pour tous les véhicules lourds après les années 2000. Qui ont été construits après les années 2000. Oh my God, OK. Fait que, tu sais, on en voit de moins en moins là, des 97. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, de plus en plus, maintenant, c'est les logs électroniques. Il y a des exceptions qui vont exister pour ceux qui font du travail dit local, là, qui vont rester dans un rayon de 160 km autour de leur port d'attache. Le conducteur ou la conductrice qui va faire des livraisons locales toute la journée dans son patelin, elle ne sera pas obligée de remplir un logbook. Là, les camions Ben aussi. Les camions Ben, là, on en voit des fois qui ont l'air plus vieux que 2000. Là. Les autres, parce qu'ils restent en Ils ont quand même des maximums d'heures à respecter. C'est juste que le logbook n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que les heures vont devoir être comptées, comptabilisées en entreprise, bien souvent. Ils auront des maximums à ne pas dépasser pour la sécurité, mais pour le logbook, ils n'auront pas l'obligation que ce soit à bord. Donc, tu sais... beaucoup de choses à savoir, hein? Oui, on peut s'éterniser beaucoup. Là. Non, mais c'est le fun, allons-y. Puis là, on parle juste... des camions. On a dérivé sur les heures de conduite, mais dans ma journée type, on peut avoir cette thématique-là, on va essayer de mettre un effort là-dessus. Mais moi, mettons qu'on revient à une journée où je suis pas dans une opération avec une thématique particulière. Une journée qu'on va dire, nous autres, on travaille en régulier. Ça, c'est... En tout cas, moi, personnellement, là, c'est mes journées préférées. Parce que je peux faire ce que je veux, puis je sais dans quoi je suis meilleur, puis dans quoi j'ai besoin de m'améliorer, disons. Fait que c'est une journée que j'ai envie de pratiquer des choses que je fais moins souvent, ben go, let's go. Ça ressemble à quoi les choses que tu aurais améliorées? Je te dirais, je suis pas le meilleur au niveau du transport des matières dangereuses.
c'est pas moi l'as au Québec. Ben là, il y a vraiment un gros livre. Oui, il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais tu sais, si on n'en fait jamais, on vient pas bon. C'est ça. Faut en faire de temps en temps pour se garder à jour aussi parce que la réglementation change avec le temps. Fait qu'une journée libre, une journée normale, tu peux décider. Indépendamment de la motivation de la journée, du secteur aussi, ce que le secteur est approprié. Parce que, tu sais, mettons, moi, je suis du bureau de Trois-Rivières. On couvre toute la Mauricie, centre du Québec. Fait qu'il y a une journée. Je peux être à Victo comme je peux être à Shawinigan ou à Latuc. Dépendamment où je vais être, je vais orienter un peu mon travail en fonction du type de véhicule lourd qui va être sur le territoire. Là, tu vas-tu, mettons, dans les postes, les pesées qu'on a sur le bord du chemin? Les postes de contrôle. C'est ça que tu vas faire aussi dans une journée? Ça, mettons, là, dans une semaine de 5 jours, ça peut représenter 2 journées sur 5, 2 journées sur 4, là, les postes de contrôle. Le reste du temps, on est en patrouille. C'est des pesées, là. Avec les camions arrêtent. Mais ça, c'est vite, hein? Il faut rien arrêter dessus, c'est le poids des... C'est assez rapide. En fait, il y a 2 lignes. Là. Quand on arrive au poste de contrôle, il y a deux voies. Tu as la voie pour les véhicules qui ont du chargement, c'est la voie de droite, où là, il y a vraiment des plateaux de pesée. C'est comme une grosse balance, là, où on pèse les camions littéralement. Puis on a les poids par groupe d'essieux, puis on a le poids pour l'ensemble des véhicules avec son chargement. Là, on vérifie, encore là, est-ce qu'ils respectent ce qui est dans la réglementation, tu sais, parce qu'ils ont des maximums à respecter, dépendamment de l'agencement des véhicules, le nombre d'essieux et tout ça. J'imagine aussi sur les périodes, quand c'est le dégel, c'est plus léger un peu. Le réseau routier est plus fragile dans le temps du dégel, fait que les charges sont amoindries un petit peu. Fait qu'il y a ça qu'on vérifie. Mais tu sais, c'est ça, dans la semaine type du contrôleur routier, là, on peut s'attendre à passer 2 à 3 journées au poste de contrôle, puis le reste du temps, on va être en patrouille. OK. Puis en patrouille, ben là, c'est autant sur le réseau urbain qu'autoroutier, que route numérotée, on est partout. C'est toute la province de Québec qu'on patrouille. Là. Puis là, c'est là que tu pourrais me donner une étiquette, mettons, vu que je roule avec un char plaqué F. Ouais. C'est déjà arrivé que tu arrêté des gens, mettons, des gens qui étaient dans un Mitsubishi Eclipse Cross normal avec une plaque F, qui les arrête pour le vérifier. Je te donne, mettons, un exemple. Là, on va se lancer là-dedans. Ça, cet été, on a travaillé beaucoup sur les chantiers routiers. Oui. OK, vous avez assisté la police dans les chantiers routiers pour les... Absolument. Moi-même, je suis opérateur cinémomètre laser. Donc, depuis 2016, à contrôle routier, on a... Ça, c'est les sèche-cheveux pour pogner les vitesses des gens. Oui, c'est ça. Si tu veux. Un cinémomètre laser, en fait, tu pointes, puis ça te donne une vitesse. C'est sûr que c'est pas aussi simple que ça. Tu as quand même un travail en amont et tout ça à faire. Mais on en fait sur le bord des routes, sur le bord des autoroutes, même dans les zones scolaires. Mais sur les véhicules de notre mandat. Fait que si on revient, ces véhicules lourds, véhicules commerciaux, transport de personnes, on se limite à ça. Là. Fait que dans le chantier routier, moi, je vais vérifier sur les autoroutes ces véhicules-là. Fait que moi, qu'il soit plaqué F ou qu'il soit plaqué L, s'il roule à 120 dans une zone de 70, chantier routier, je vais partir après. Là. Okay. T'as le lumière puis tout, c'est comme une intervention. On embarque dans le char, puis on part, puis on va l'intercepter. C'est juste qu'à partir du moment que j'intercepte un F, il y a moins de choses à vérifier. Parce que le F, je vais lui demander son permis de conduire, sa preuve d'assurance, son certificat d'immatriculation. Comme tout le monde, dans le fond, c'est ça. C'est comme, OK. Tandis que le camion que j'intercepte pour la vitesse, je vais le voir, je vais lui demander son permis de conduire, son certificat d'immatriculation, sa preuve d'assurance, son logbook, son rapport de ronde de sécurité, son document d'expédition. Puis, dépendamment, je suis dans un endroit sécuritaire, on va commencer à faire le tour du camion aussi pour s'assurer qu'au niveau mécanique, il n'y a pas des choses qui nous sautent aux yeux. Là. C'est pour ça que des fois, j'ai déjà travaillé pour une entreprise qui faisait des équipements de camions de déneigement. Tu sais, les charrues dans la rue, là, les gros camions. Là. Puis là, j'étais dans les groupes Facebook là, de camionneurs, puis même. Puis j'ai appris un peu plus dans la communauté des camions que je ne connais pas beaucoup encore aujourd'hui, mais ça m'intéressait. Et là, c'est ça, je voyais, tu sais, quand tu te fais arrêter par un verre, c'est comme ça qu'on le disait, c'est long souvent. Là, c'est ça en référence à notre ancien uniforme, tu sais, qui était vert. C'est vrai, il n'est plus vert, hein, c'est ça? On a changé récemment. On s'est modernisé un petit peu. Oui, mais sur les véhicules, c'est encore vert. Mais il y a encore une ligne verte. Mais c'est beau, d'ailleurs. Présentement, nos véhicules, là, c'est noir avec les portes blanches. Là. C'est en aller vers ça. Ouais, de loin, tu sais pas trop si c'est une police ou pas. Là. Mais c'est écrit contrôle routier. Là. OK, ouais, c'est ça. Mais il faut s'approcher. Puis souvent, moi, je prends pas de chance. Là. J'ai déjà ralenti un peu. Ouais, mais... Parce que c'est bon, ça veut dire que ça marche. Ben, ça marche terriblement bien, parce que dans mon cas, c'est efficace. Au final, on veut que les gens ralentissent. Moi, je veux un Ford Explorer, mettons, noir, avec des vitres, avec des portes blanches. Je prends pas de guess à savoir. Puis en plus, je conduis des chars F, fait que tu viens de me dire que tu pourrais m'arrêter aussi. Mais dans tous les cas... Puis ce qu'on voit à l'occasion, c'est que là, le char F qui voit « Ah, c'est juste contrôle routier », il réaccélère. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on peut les intercepter. J'ai jamais fait ça, moi. Donc...
Non, mais j'aurais des exemples à te donner. Mais... Non, mais c'est vrai, parce qu'honnêtement, j'avais le même réflexe. Tu sais, j'étais comme, c'est un contrôleur routier, il peut pas m'arrêter, mais à partir de maintenant, je le sais. Donc là, c'est une autre chose. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent, qui ont des compagnies maintenant, vous allez le savoir, parce que je pense pas que tout le monde sait ça, que quand tu conduis. Les voitures de location, tu sais, mettons Enterprise. Même chose. Tu pourrais arrêter, c'est ça, c'est plaqué F. Je fais pas de distinction, il y a une plaque F, je pars. Tu pars direct, puis admettons que tu te rends compte que c'est un char Enterprise, tu peux quand même donner le ticket pareil. Oui, tout à fait. Parce que c'est un char commercial. Ouais. Hey, ça, c'est bon à savoir, pareil. C'est juste que, tu sais, il faut qu'il y ait une infraction. Je n'accepterai pas un F pour vérifier son permis de conduire. Non. Ou soit j'ai l'impression qu'il y a une infraction, parce que, bon, j'ai de l'information, des motifs de penser qu'il y a une infraction, ou c'est parce que j'en ai vraiment constaté une. Sinon, je vais retourner vérifier mes véhicules lourds, là, parce que il y a juste nous autres qui vérifient ça là, pratiquement là, au Québec. Les polices peuvent-tu arrêter aussi les camions? Oui, bien sûr. Oui, OK, ils peuvent aussi. Mais souvent, à cause de leur formation, qui n'est pas aussi spécialisée que la nôtre là-dedans, ben, ils vont vérifier ce qu'ils font au quotidien, mais ils ne vont pas demander tous les documents, puis le logbook, la ronde de sécurité, puis vérifier l'arrimage, puis les charges, les dimensions, l'état mécanique, parce que ça ne fait pas partie de ce qu'ils ont appris dans leur formation. Trouves-tu que c'est dur des fois, la relation avec vous puis les camionneurs? Tu trouves-tu qu'il y a comme un... Moi, je suis pas prêt à dire ça parce que 98% des chauffeurs que j'intercepte sur le chemin, ça va bien. Bonne Ils sont nouvelle. pas tout le temps contents de me voir. Non. Mais ça va bien. Tu as un respect, regarde, écoute, j'ai un travail à faire, tu as un travail à faire, puis au final, je vais faire ce que j'ai à faire, puis après ça, tu vas pouvoir partir. À moins qu'il y ait un danger, c'est-à-dire que l'état mécanique de ton véhicule ne le permet pas ou tu as dépassé tes heures ou quoi que ce soit. Mais sinon, la plupart du temps, tu vas repartir, puis on n'est pas pires amis. Là. Puis il y en a bien, là, qui eux autres, t'arrives à côté de leur porte, ils t'ouvrent la porte, puis ils sont bien souriants, puis faites votre travail, il n'y a pas de stress, puis tu sais. Fait que, tu sais, puis il y en a d'autres, c'est sûr, il y a un pourcentage de camionneurs qui nous voient comme un... L'ennemi, là. On va dire un mal nécessaire, ouais. Tu sais. Moi, c'est pas comme ça que je le décrirais, mais... Oui, mais je le vois, là, je comprends. Ben, tu sais, moi, je dis ennemi dans le sens que, tu sais, c'est un peu l'idée aussi... on est les méchants qui donnent l'étiquette qui coûte cher. Mais au final, tu sais, moi, ma job, c'est pas... C'est pas de donner l'étiquette pour donner l'étiquette. Il y a des infractions, il y a un danger. C'est dans le but d'améliorer le bilan routier là, qu'on fait ça, là. Oui. Comme tu l'as dit tantôt aussi, c'est des véhicules qui sont dangereux là, en termes de grosseur sur la route. La force d'impact en cas d'accident, c'est le jour de la nuit. D'un 53 pieds qui pèse 57 tonnes et demie versus un Toyota Yaris, on ne parle pas de la même chose. Non. Et le véhicule lourd par sa dimension aussi, il y a des chances qu'il emmène d'autres véhicules dans sa course. Là. Donc, c'est ça. Puis, donnez-vous beaucoup d'infractions par année? Si tu veux, j'ai emmené les chiffres, j'ai tout ça. Ça m'intéresse vraiment. Ouais. J'aimerais savoir ça parce que on dirait que la perception aussi, c'est de savoir est-ce que nos camionneurs font bien ça dans le fond? Ça va-tu bien quand même au Québec en termes de contrôle routier ou finalement on se rend compte que ça s'empire à chaque année? Ou tu vois-tu une tendance? Honnêtement, il y a des domaines où ça s'améliore, des domaines où ça change d'une année à l'autre. Dépendamment de quel sujet on parle, puis de qu'est-ce qu'on va vérifier un peu plus. Si on met plus d'efforts sur le contrôle de la vitesse une année, on va en constater plus, c'est sûr. Fait que c'est pas nécessairement parce qu'il se passe moins d'infractions sur l'autre sens. C'est juste qu'on va essayer d'une année à l'autre, des fois, d'avoir un objectif différent pour aller travailler sur ce qui impacte le plus la sécurité routière. La vitesse, c'en est un, ça. C'est une des plus grandes causes d'accidents. En mettant plus d'efforts là-dessus. On en constate plus. Mais les camions ne sont pas barrés. Ils sont pas supposés être barrés à une certaine vitesse. Les limiteurs de vitesse, effectivement. Moi, j'ai tous les termes. Moi, j'ai tous les slangs de la rue depuis tantôt. C'est correct. Moi, c'est ma job d'être là pour les termes de la rue. Là. Ils sont censés être barrés à 105 km/h. OK, ouais, c'est ça, mais ça semblait que j'avais au départ, quand on a commencé à avoir des cinémomètres laser à contrôle routier, moi, j'étais un des premiers formés au Québec. On était une petite gang, là, une dizaine. Puis, c'était dans le but de vérifier, entre autres, le limiteur de vitesse. Parce que les camions étaient censés être barrés à 105, mais on constatait que il y en a qui circulaient à plus que ça, ces autoroutes. Bon, et l'ancienne méthode qu'on avait pour vérifier ça, c'est une espèce de quad de fil qu'on branchait dans l'ordinateur de bord du camion. Puis on allait voir les paramètres de l'ordinateur de bord. Puis là, ça nous disait, oui, il est barré à 105. Mais tu sais, le conducteur, il voulait un peu
s'échapper de ça, ben, il pourrait avoir une switch on-off cachée quelque part. Fait que quand il arrivait à la balance, il savait qu'on checkait ça juste là, au poste de contrôle. Il fermait sa switch. Il mettait ça à on, mettons, activé à 105. Ben, il remettait ça à off en repartant, tu sais. Et nous autres, ben, on n'avait pas d'autres moyens. Fait que là, le cinémomètre laser est arrivé pour ça au départ. Fait que là, on a vérifié beaucoup de véhicules sur l'autoroute à s'assurer sur un terrain planche, là, plat, s'assurer qu'ils ne dépassaient pas 105. On en pognait au début, c'est sûr qu'on commençait à vérifier ça vraiment avec un laser. Fait que là, c'était différent, on en pognait. Là, maintenant, c'est un petit peu moins fréquent, mais il y en a encore. T'en as encore parce que ça arrive que tu dépasses l'autoroute. Mais moi, je m'arrive de dépasser. Des fois, je roule comme 115, puis j'ai la misère à te dépasser. Là. Fait que clairement, il roule 110, 112, lui, là, à côté de moi. Là, on a encore un travail à faire. Ah ouais. Puis, c'est-tu régi partout en Amérique du Nord? Parce que j'avais cette question-là. Le limiteur de vitesse? Oui, parce que, tu sais, les gens qui arrivent, les camionneurs des States, là, qui débarquent ici, là, eux autres, ils n'en ont pas de limitateur de vitesse. Hein? Ben, au Québec, il faut qu'il y en ait un. OK. Fait que c'est à eux autres de savoir. Ben, il y a souvent des panneaux quand tu traverses la frontière, tu arrives au Québec. Là. Entre autres, je pense quand tu arrives du Nouveau-Brunswick, tu en as un panneau qui limite, qui ça dit limiteur de vitesse 105 obligatoire au Québec. Tu sais, puis mais tu sais, à la limite, là, le camionneur qui roule 105 sur le cruise, moi, je le vérifie au laser, il ne roule pas en haut de 105. Je ne l'arrêterai pas pour le fun de vérifier s'il est sur. Il y en a de ça, il y en a de ça pas. Regarde, tu roules 105. Au final, l'important, c'est qu'il ne roule pas en haut de 105. Il faudrait quand même qu'il en soit munier. Oui, je comprends. Puis c'est quand même intéressant de savoir ça aussi, qu'il y a la distinction entre. C'est un peu au camionneur de le savoir quand tu circules sur nos routes au Québec. Ah, au Québec, c'est les règles du Québec qui s'appliquent. Puis ça, j'imagine que les camionneurs le savent quand ils traversent d'État en État aussi, ça doit être comme ça aux États-Unis. Ça arrive à l'occasion qu'on en intercepte. C'est leur première fois au Québec. Ils sont souvent fiers de nous le dire. Là. Puis, ben, tu sais, des fois, il y a des petites affaires, des petites différences d'une province à l'autre ou d'un État à l'autre qui sont pas au courant. Puis, tu sais, pour ça, je te dis, on n'est pas tout le temps à donner des tickets, donner des contraventions. Des fois, on comprend aussi là, que, regarde, écoute, aujourd'hui, je t'avise de ça, mais si on te réintercepte, dans 6 mois, dans 3 mois, t'aurais pu te changer. Non, mais tu sais, t'as encore la même problématique que on t'avise aujourd'hui. Ben, c'est plus censé se répéter, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. J'ai les statistiques ici. Là, tu demandais combien de constats d'infraction par année. Mais regarde, en 2023, là, on a fait 94 467 interventions. OK. Fait que là, 94 000, c'est beaucoup de gens qui ont pris un petit moment. On est 300 contrôleurs routiers. Oh, tabarouette, vous avez travaillé fort. Puis un petit peu moins que ça sur le chemin réellement, là, parce que là-dedans, j'inclus le personnel, les cadres, mettons, et tout ça. Là. Fait que 94 467 interventions, fait près de 100 000 interventions annuellement, là, c'est grosso modo, ça ressemble à ça. Au niveau des infractions, 31 000. Quand même. Mais 25. Ouais. Puis les avis de non-conformité, ce qu'on appelle l'avertissement, mettons, écrit, là, on le remet vraiment sur une feuille. Là. C'est un avertissement. Je t'avertis de tel article, c'est ça. De telle chose vraiment spécifique. Là, en faisant ça laisse une note dans le dossier. Ça laisse une note, effectivement. Aussi, puis on est à 22 397. Fait que, tu sais, on a un petit peu moins d'avertissements, d'avis de non-conformité que d'infractions. Ouais. Mais quand même une bonne proportion, là, 22 000 versus 31 000. Toi, selon toi, mettons, dans ce que tu as fait, c'est-tu une année qui était chargée ou une année qui était extraordinaire en termes d'intervention? Ben, là, on pourrait vérifier que les autres années, je ne l'ai pas avec moi présentement, là, mais je lis le tableau d'une année à l'autre, mais ça se ressemble beaucoup. Okay. Tu es quand même assez stable là-dessus. Là. Ouais. Les interventions qui sont les plus compliquées, selon toi, ça ressemble à quoi? Compliqué? C'est ça qui te demande le plus de connaissances. Mais toute intervention peut donner compliqué, c'est ça. Ça dépend un peu du type de chargement. Mettons un gros permis spécial de circulation. Ouais. C'est ce qu'on voit, les grosses bébites là, avec des gyrophares partout. Ouais, puis les chars en arrière qui suivent. Ouais, des véhicules d'escorte. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est plus complexe parce qu'il y a beaucoup de choses à vérifier. Là, jusqu'à la capacité de charge de chacun des pneus. Capacité des essieux, les dimensions. Il va falloir sortir le tape à mesurer, puis on mesure entre les essieux. Puis mais souvent, c'est des mouvements de transport qui sont... c'est-à-dire, ça arrive une fois, puis... De temps en temps, là. C'est ça, tu sais. Fait que ces grosses affaires-là qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est sûr que quand tu te mets à vérifier ça, là,
T'es aussi bien d'appeler ton partner parce que ça peut être long. Ça va être long. Puis c'est plus une question de technique rendu là. Il y a beaucoup de choses à vérifier dans l'intervention. Y a-tu des interventions qui ont été farfelues dans ta vie que tu as déjà faites? Tu sais, des affaires que tu t'es dit, ça n'a pas de bon sens que je viens d'intercepter là? Ou... un monsieur qui était sur l'autoroute avec son tracteur de ferme. Sur l'autoroute? Ouais, mais tu sais, je veux dire, ça arrive à l'occasion, mais ce qui était loufoque là-dedans, c'est que le monsieur, il est arrivé... il s'est fait déposer chez le concessionnaire de tracteur. Oui. Mais c'est un monsieur de l'Ontario. Fait que là, il s'est retourné en Ontario avec son tracteur de ferme sur l'autoroute. Moi, je m'approche de lui, je m'attends, il parlait en français, tu sais. Oui. Puis là, hey, how are you? Puis là, je commence à y parler en anglais, finalement, parce que le monsieur vient de l'Ontario. Puis il parle en anglais, ça? Je me retourne chez moi, là, tu sais. J'ai acheté un tracteur au Québec, mais je l'ai ramené chez nous. C'est ça, exact. Mais là, c'est parce que tu peux pas rouler en tracteur. Puis en plus, c'était en pleine nuit, là, tu sais, il faisait froid. Là. Le chauffage là-dedans, c'est en tout cas... Pas idéal, là. Ouais. J'avais un peu peur pour lui. J'ai dû lui expliquer que là, son véhicule, il lui permet pas de circuler sur l'autoroute. C'est quand même minimum 60 sur l'autoroute. Ben oui. Mais là, lui, il roulait 40. Là, peux-tu le mettre? Y aurais-tu pu passer par des chemins alternatifs pour se rendre en Ontario? Oui, il aurait pu. Là, avant qu'il y ait des autoroutes au Québec, il y avait encore quand là, même... c'est courageux pas mal de le faire, mais il aurait pu. Il était pas pressé, le monsieur. Là, c'était tranquille. Y a-t-il d'autres choses que tu as vu? J'aime ça. Conte-nous des anecdotes que tu as pognées. J'aime ça. Écoute, le 1er juillet, moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Hein. Fait que c'est sûr, j'ai vécu quelques petits cas quand même, mais des fois, je m'en fais compter de collègues qui ont 20, 30 ans de métier. Là. Tout ça, je veux tout savoir. Écoute, moi, personnellement, j'ai déjà intercepté un monsieur qui s'en allait prendre l'autoroute à Trois-Rivières. Il s'en allait en Beauce. Monsieur s'en allait en Beauce, c'est le 1er juillet. Ça se fait, là. Puis là, j'imagine qu'il n'a pas réussi à trouver de camion pour déménager. Fait qu'il a mangé ça comme il pensait. Là, les fameuses voitures avec les... Ben là, lui, il avait un trailer. Il y avait des bacs de plastique, là, tu sais. Faut déménager, là, comme ce que tu remplis quand tu déménages. C'est ça. Lui, il avait ça dans sa remorque, là, mais t'en avais comme 3 de large. Ouais. Là, ça montait. 2 étages, 3 étages. Il y avait 5 étages de bacs de plastique. Et là, il est juste dans la bretelle d'accès à l'autoroute 40, là. Juste dans la bretelle. Moi, ça donne que j'arrive derrière lui, là, tu sais, dans la bretelle d'accès. Hein? Et là, je vois les bacs commencer à vouloir tomber, là, tu sais, Puis là, il y a des cordes élastiques, là, des fameux bungees qui tiennent tout ça en place, là. Écoute, j'étais obligé de l'intercepter, le monsieur. J'ai dit, déjà, on est juste dans la courbe pour rentrer sur l'autoroute. On n'est pas à haute vitesse, là. Mais non. Puis déjà, ça tangue, c'est dangereux, là. Ouais, tu peux pas rouler avec ça. Puis là, on est l'été, le 1er juillet, il y a des motos, il y a toutes sortes. Donc, le monsieur, j'ai expliqué, je dis, monsieur, là, on va juste sortir de l'autoroute. Je vous ramène ici au dépanneur, là. Je vais vous escorter avec les gyrophares et tout, là. Puis là, j'ai dit, il va falloir trouver un autre moyen, là. Parce que là, ça fonctionne pas comme ça, là. C'est dangereux, là. Le 1er juillet, est-ce que c'est une journée que vous... Parce que tu m'amènes sur le sujet que je trouve super intéressant, les déménagements. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait que je sache en tant que gars qui vient aider des amis des fois de temps en temps? Qu'est-ce qui est important de savoir pour faire un déménagement sécuritaire? Selon le contrôle routier, mettons. Encore là, ça dépend un peu du type de véhicule. Est-ce que vous avez loué un véhicule long, un petit cube, mettons, là, de location? Oui, ou mettons que j'exploite l'espace dans mon Hyundai Tucson. Là. Ben, de notre côté, il y a c'est l'arrimage, c'est-à-dire que le chargement, il ne faut pas qu'il puisse se déplacer, se détacher du véhicule. Okay. Puis au niveau de la charge aussi, là, parce qu'on peut en mettre, mais... Il faut que le char est écrasé. C'est ça. Tu peux-tu arrêter le monde à cause de ça? Oui, absolument. Tellement bon à savoir. Là, c'est même une des raisons qui ferait qu'on pourrait intercepter un véhicule de promenade. OK. Parce qu'il y a quand même 5 raisons pour lesquelles on pourrait intercepter un véhicule de promenade. Là. Surchargement? Là, quand je dis promenade, c'est le véhicule de monsieur, madame, tout le monde. Qu'il soit F ou pas, là, on parle vraiment... Fait que prenez des notes, ceux qui écoutent. Dans le jargon 3 chiffres, 3 lettres. Là. Prenez des notes. Là, bon, mais là, ça se pourrait qu'on ait affaire à vous dans les 5 cas suivants. Les charges, trop lourd. Surcharge, okay, dimension excédentaire. Après ça, dimension excédentaire? Mettons que tu sors de chez Canac, tu as mis des... Des madriers, pas de petits drapeaux rouges en arrière. Ouais, là, j'avais plus en tête des fois des cas qu'on voit, là, des 2x4, mais mettons, bord en bord des fenêtres, là. Tu sais, là, tu regardes ça d'en arrière, ça a 2 fois la largeur du véhicule, là, ça excède les miroirs. Tellement dangereux. Mais je veux dire, ça arrive, là, tu sais. Mais t'en as-tu vu des gens à ta vie? Ben là, oui, puis les gens t'es interceptent, puis c'est... ouais, mais là, je m'en vais juste chez nous, à 3 coins de rue, puis... Ben, c'est parce que, tu sais, sur le petit bout de chemin que t'as à faire,
Il y a des cyclistes, il y a des piétons, ça marche pas. Toi, en vélo, tu fais ta petite promenade, puis tu reçois un 2x4 à 50 km/h. C'est dangereux, là. Sérieux, ça n'a pas de bon sens. Il y a des gens qui sont négligents, puis tu sais, c'est pour ça qu'on est là. Puis moi, je félicite les gens qui sont consciencieux, qui font attention à ça, puis qui s'arrangent que ça soit illégal. Oui, je trouve ça tellement drôle, mais même si tu mets ton petit drapeau rouge sur ton 2x4, ça marche pas. Non, ça marche pas. Fait que là, OK. Fait qu'on a dit les charges, les dimensions, le transport de matière dangereuse. Il y a quand même... nous autres, on a des choses à vérifier là, au niveau de l'arrimage, entre autres. Tu peux pas mettre ça n'importe comment. Tu peux pas... C'est quoi les matières dangereuses que... Mettons, une bonbonne de propane, mettons. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde, là, moi, je vais remplir ma bonbonne de propane. Je fais ça. Mais il faut l'arrimer. Il ne faut pas que ça puisse bouger. L'arrimer comment? Faut s'assurer qu'elle ne puisse pas se déplacer dans le véhicule. Mais mettons que j'ai pris un élastique bungee que tu as dit tantôt. Ben écoute, c'est mieux que rien. Mais ça compterait-tu comme un arrimage? Ben, écoute, là, on n'est pas dans... Non, mais je te pose des questions pour un ami, là. Ouais. C'est pas l'idéal, okay. mais elle tient en place. Ouais. Écoute, on va donner... On peut-tu l'amener dans le véhicule ou faut qu'elle soit à l'extérieur du véhicule? Ben, en théorie, il faudrait qu'il y ait faudrait que tu laisses la fenêtre craquer. Okay. Tu laisses le propane, mais le propane, ça soit aéré. Ouais, mais ça sent les œufs, le propane. Théoriquement, tu devrais t'en rendre compte que c'est une fuite, mais théoriquement... L'endroit est censé être ventilé. Okay. C'est comme ça qu'on le dit dans le règlement. Les jerrycans de gaz, là, ça aussi, c'est-tu le même principe? Au niveau de l'arrimage, c'est des matières dangereuses, ça soit arrimé. Point barre. Oui, puis il ne faut pas que rien puisse entrer en contact avec. Fait qu'en théorie, tout ce qui est dans l'habitacle, qui peut entrer en contact lors d'un freinage d'urgence, une manœuvre ou... des Kleenex qui traînent à côté, qui pourraient cogner dessus. Théoriquement, mettons, on va dire, dans des circonstances normales de transport, c'est pas censé. Il n'y a rien qui peut entrer en contact avec les matières dangereuses. Fait que souvent, mettons, ceux qui sont habitués d'en transporter, ça parle plus d'entreprises, là, ils vont avoir souvent des espaces, des espèces de cages là, où ils vont compartimenter leur matière dangereuse. Okay. C'est souvent ça qu'on voit. Là. Bon, fait que là, mettons que je transporte mon essence ou mon propane ventilé, puis j'essaie d'enlever le plus possible tout ce qui pourrait rentrer en contact avec mon réservoir. Puis il faut qu'il soit stabilisé. Oui, c'est ça, exact. J'écoute, hein? Oui, c'est bon. Je suis pas peur. OK. Fait que là, on a 3 affaires. Dimension, poids, matière dangereuse. Oui. Ensuite, l'état mécanique. Pas plus tard, la semaine passée, je m'en allais au bureau, je finissais ma journée. Puis là, j'arrête à un stop, à l'intersection avec 4 panneaux d'arrêt. Il y a un monsieur qui passe devant moi, qui vire sur mon côté gauche. Le monsieur, il a un Sebring, Chrysler Sebring, OK? Et... Rouillé un peu, j'imagine. Non, il est en train de rouler sur le rim. Mais là, le pneu, tu t'entends, le pneu est en train de flacoter dans l'aile. Ben, ce qui reste du pneu, là, parce que le rim est clairement bossé. Il y a de la fumée qui s'échappe. Fait qu'il roule sur le rim. Oui. Le monsieur, tu sais, il s'en allait au garage, puis... Il s'est toffé jusqu'à là. Ben, il voulait s'en aller au garage, puis pas payer de remorquage. Mais c'est parce que, des fois, les gens ne se rendent pas compte du danger potentiel. Ça se peut qu'il arrive à rien. Mais s'il arrive quelque chose, là oui, il y a le code de la sécurité routière et tout ça, mais il y a aussi ce qu'on appelle la négligence, au criminel, je parle. La négligence criminelle qu'on entend des fois dans des accident, et que là, c'est à cause que tu roulais sur ton rim comme ça qui arrive cet accident-là et que par malheur, il y a un accident avec préjudice corporel ou un décès carrément. Tu peux être accusé de négligence criminelle. Donc là, c'est plus la même affaire. Là. Ça passe de « je voulais sauver un remorquage » à possibilité de faire de la prison. Là, c'est ça, on veut juste... Ça, par rapport à ça, là, je trouve ça intéressant, l'état général des véhicules. Là, tu me parles du monsieur avec le Sebring sur son rim. Pour finir l'histoire avec lui, là, le monsieur, j'ai pas donné le constat d'infraction. Non, OK, c'est ça. Mais j'ai collé un towing. Puis il y a eu d'affaires à payer le remorquage là, quand même. Le monsieur... Je le voyais, là, visiblement, c'est un monsieur qui n'avait pas beaucoup d'argent. Je donnais un constat d'infraction, il ne serait peut-être même pas capable de le payer. Là. Je me suis assuré avec lui, j'ai dit le remorquage s'en vient. Je disais, être en mesure de le payer. Il dit oui, il n'y a pas de problème. Correct, j'en m'occupe au moins du remorquage. J'ai dit, ce qu'il aurait dû faire dès le départ, on va le faire là, même si on est rendu tout près du garage, là, on était à moins d'1 kilomètre. J'ai dit, on arrête ça là parce que là. Il est trop tard. Là, je t'ai vu. Là, je t'ai vu, c'est fait, c'est réglé. Bon. Ça, dans les inspections, pas les inspections, mais l'état général mécanique des véhicules de promenade,
Tu sais, on en voit là, des voitures qui ont des états qui sont lamentables sur les routes. Là. Moi, je peux t'en compter des dizaines et des dizaines que je vois par mois. Là, que les pneus sont slick. Là, ils n'ont plus de crampons sur le pneu, les pneus de course quasiment. Puis les voitures sont percées, les pare-chocs de côté, pas les pare-chocs, mais les rockers qu'on appelle, là, sont percés de bord en bord. Tu vois que le véhicule est vraiment dans un état qui est lamentable. Est-ce que vous intervenez aussi avec ces véhicules-là? Quand ça nous pose en face, c'est sûr. C'est sûr. Puis ce qui peut arriver dans ces cas-là, je pense à un autre collègue qui a pogné ça récemment, c'est que le véhicule, on va faire un avis de vérification mécanique. Ceux qui passent puis on se dit, c'est sûr qu'il ne passera pas l'inspection. Puis ça finit de même. Le véhicule, il va s'en aller à la fourrière, à quoi à scrap finalement. Là. Parce que si je me mets à faire la liste de tout ce qu'il y a comme défectuosité, un char percé, ça peut pas passer l'inspection. C'est plus simple, on fait la VVR, l'avis de vérification mécanique. Puis merci, bonsoir, après ça, c'est réglé. Puis ça vous arrive quand même fréquemment parce que je trouve qu'on en voit beaucoup sur les routes de ça, ces véhicules-là. Là. J'imagine que vous pouvez pas vous êtes 300 dans la province. C'est ça, là. on est 300. Je comprends qu'à un moment donné, vous pouvez pas tout faire. Là, quelques années, il y avait 15 000 policiers au Québec. Ouais, c'est ça. Ça a dû augmenter, mais on est 300. Fait que nous autres, on se concentre sur les véhicules dans notre mandat, mais à l'occasion, on va faire des opérations en partenariat avec les corps policiers. Des opérations de minoune, là, exemple. Oui, on entend parler de ça, là, ouais. Et là, c'est dans des opérations comme ça qu'on va filtrer, qu'on va trouver des véhicules avec l'état mécanique un peu déficient. Puis là, on va faire le travail ces journées-là. Là. Directement. Bon, ben ça, c'est OK, bon, là, on revient à nos éléments que tu peux intercepter un véhicule de promenade. Dimension, le surchargement, le poids, les matières dangereuses, puis l'état général mécanique du véhicule. T'écoutes bien? Je suis encore pas pire. Le dernier, c'est l'arrimage. OK, l'arrimage, ça, c'est on en revient au 1er juillet, les bacs, moi, que tu sois plaqué F ou pas, l'arrimage. Tu penses à d'autres choses qu'on a vues aussi. Là. C'est pas un mythe. Là. Les gars dans le char transportent un matelas sur le toit. Là, oui. avec les mains sorties. Là. C'est pas juste à Montréal, c'est pas vrai. Là. Il y en a partout de ça. Là. Et ça, j'ai vu ça dans des vidéos pas sur Internet. Là. Ouais, mais des fois, là, tu regarderas parce que moi, j'en ai vu un vidéo, là, puis il est plaqué du Québec. Là. Ah ouais, hein? Ouais. Ah ouais, hein? Fait que c'est ça. Quand vous voyez des vidéos de même, pouvez-vous pogner la plaque puis aller faire un petit appel de courtoisie ou? Ben, dépendamment, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire. Okay. C'est sûr que ça nous interpelle un peu plus quand c'est un véhicule vraiment de notre mandat. Il arrive quelque chose avec un véhicule lourd, c'est pas impossible qu'on ait vérifié, qu'on ait... Hey, salut! On a vu quoi passer sur Facebook, c'est intéressant. Dans certains cas, ça va demander qu'on ait cherché un mandat de perquisition parce qu'on va aller, mettons... Ah oui? Tu sais, sur la vidéo, tu as la plaque du camion, mais tu sais pas c'est qui est au volant. Ouais. Puis toi, pour déterminer c'est qui le conducteur, ben, il faut être en entreprise, chercher, exemple, la ronde de sécurité, exemple, le logbook, exemple, ces choses-là. Et puis, pour déterminer c'est qui le chauffeur, puis aller chercher ces documents-là, légalement, ça nous prend un mandat de perquisition. Parce que là, on sait qu'il y a une infraction qui a été commise, mais on va aller chercher de la preuve pour identifier c'est qui. Fait que là, il faut procéder de cette façon-là. Fait que des fois, ça peut être plus long, le processus, mais au final, le conducteur fautif va pouvoir recevoir son constat d'infraction. Pas à l'abri d'avoir ça. Les matelas, on parlait de... Parce que si jamais tu as d'autres anecdotes à compter de chargement, je suis toujours très intéressé à ça. Ça me fait rire des fois à quel point le monde sont... Je veux dire courageux avec leur... mais c'est pas courageux, là, c'est comme trop... Moi, c'est négligent le terme qui me vient en tête. Des fois, ça n'a pas de bon sens. Des fois, je dis des affaires, je ne savais pas de bon sens que le monde se dise oui, ça va le faire. T'sais, comme des fois, même moi, je suis un gars qui aime les autos, mais tu fais mal à ton char. Arrête de faire mal à ton auto. Ouais. Là, présentement, ton auto n'était pas conçue. En aucun cas, il n'y a aucun ingénieur qui a passé en arrière de cette voiture-là puis qui s'est dit ouais, tu peux transporter 2 arbres là-dedans. Ouais. Non, ça rentre pas, c'est pas fait pour ça. Ben, dans certains cas de surcharge, carrément, on a un poids final là, quand on pèse le véhicule, ça dépasse le PNBV du fabricant, le poids nominal brut. Oui. Le fabricant, par exemple Ford ou Dodge ou peu importe, va dire la structure du véhicule, elle peut supporter tant. Oui. Véhicule et chargement inclus. Ça, le PNVD, c'est ça, je vais le dire aux gens. Le PNBV. Oui, j'ai tout mélangé là. Pas de stress. Mais ça, c'est vraiment là, comme le poids du véhicule plus ce qu'on va pouvoir recharger au maximum. Ça dit la structure du véhicule, les autres tests, là, ça peut supporter tant. Véhicule inclus. Puis ça, c'est important comme notion parce que maintenant, il y a même des véhicules, comme par exemple le Chevrolet Silverado EV, version électrique de ce véhicule-là, qui, lui, son PNVB fait en sorte
qu'il y a une plaque L si on le plaque au commercial. Ouais, on va démystifier ça ensemble. Allons-y! C'est pas à cause du PNBV Mais ça fait que partie de, le je pense. véhicule va être plaqué L. C'est à cause de quoi? C'est la masse nette. Ça, c'est la masse réelle. OK, je me trompe entre les deux, là. À partir de 3000 kg de masse nette, tu deviens, t'as une plaque L sur ton véhicule. Mais tu peux te faire intercepter... Ton PNBV, c'est une autre donnée. OK, puis ça sert à quoi? Ça sert à déterminer le châssis. Ça sert à déterminer si c'est un véhicule lourd ou pas selon la loi. Fait que la plaque L, c'est une chose, le 3000 kg de masse nette, de masse réelle. Le PNBV, poids nominal brut du véhicule, c'est ce qu'on revient, là, c'est l'espèce de valeur théorique que le fabricant dit la structure du véhicule peut supporter tant. Une fois qu'il est chargé au c'est maximum, c'est pas son poids réel avec les réservoirs remplis. Ça, c'est la masse nette. C'est ce qu'on voit sur le certificat d'immatriculation, la masse nette. Ça va être le L. Ça, c'est ce qui va déterminer si ta plaque est L ou pas. Puis ça détermine si t'es un camion ou pas. Ça détermine juste si t'es une plaque L ou pas. Moi, au final, c'est pas ça qui me dit si c'est un véhicule lourd ou pas. Qu'est-ce qui des plaques L qui sont pas des véhicules lourds. Ouais, c'est ça. Un véhicule lourd, c'est à partir de 4500 kg de PNBV. Ah, c'est ça, c'est beau. Mais dans le fond, ce véhicule-là, c'est le PNVB, il est à 4500. PNBV. Ah, j'aurais pas de... Poids nominal brut. Cette magnifique donnée. Pas de stress, c'est quoi tout ça? Le PN. B. C'est le VB que j'ai. Il n'y a pas de stress. BV. C'est pas le seul avec ça. Non, mais je vais me rendre à la fin de l'épisode avec ça. Mais c'est ça, dans le fond, le Silverado EV, son PNBV, il fait en sorte qu'il est considéré comme un camion, comme un véhicule lourd. OK, il sera en haut de 4500 kg. Exactement. Ça peut être intéressant. J'ai appris ça dernièrement, puis j'ai fait mes recherches. Mais c'est quoi sa masse nette? Ben écoute, je vais tout te sortir ça parce que sa masse nette va venir l'exempter de certaines choses, tu sais. La fois, je vais te le dire parce que l'autre fois, j'avais sorti là, définition d'un véhicule lourd, 4500 kg et plus. Puis celui-là, il est à 4763, le PNVB. Sa masse nette, sais-tu? La masse nette, je ne la connais pas par cœur, par contre. Mais là, c'est ça. Tous les véhicules, masse nette de 3000 kg et plus. Mais il faudrait que je vais trouver ça. On va continuer. Explique-nous encore l'histoire du PNVB. Je vais faire une recherche, ça vaut à peine. Parce que ce véhicule-là, j'avais fait des recherches à quel point je trouvais ça aberrant qu'on ait des voitures, des camionnettes électriques qui soient rendues si pesantes que lorsqu'on les plaque commerciales, ça devient des véhicules lourds. Bien, là, il faudrait voir effectivement si c'est le PNBV ou la masse nette dans le cas de ton Silverado EV. Parce que c'est vraiment... Le chiffre va changer comment la réglementation va s'appliquer à lui. Si c'est seulement la masse nette parce qu'il est vraiment lourd à cause de la batterie, c'est une chose. Ça se peut qu'il soit plaqué L, mais ça ne sera pas nécessairement un véhicule lourd au sens de la loi. Fait que, tu sais, à vérifier, là. Intéressant, ça va-tu? C'est tellement le fun parce que ça devient compliqué, puis ça devient compliqué, c'est tellement le fun parce que ça devient compliqué. Ma phrase était un peu drôle, mais je trouve ça intéressant parce que, vois-tu, on dirait que c'est le genre de données que tu penses pas. Tu sais, quand tu achètes un véhicule comme ça, tu peux pas vraiment le savoir, là, ces affaires-là. Tu le sais pas nécessairement que ton véhicule il est pas dans les bons specs. Puis tu penses-tu que, mettons, les gens qui achètent ces véhicules-là devraient eux-mêmes se responsabiliser ou c'est une question aussi de le savoir? Ben après, ça dépend de l'usage que tu en fais parce que, tu sais, mettons un F350, là, il va être plaqué L, probablement. Ouais. Et tu vas avoir du L perso, du L commercial. Après ça, bon, ça dépend de l'usage que tu en fais. C'est un véhicule lourd parce que son PNBV est en haut de 4500 kg. Ouais. Mais moi, si tu te sers de ça pour tirer ta roulotte ou tirer, je sais pas, moi, ta remorque à motoneige ou... Mais dans un cadre personnel, on n'est pas dans le commercial. Il y a beaucoup de réglementations qui ne s'appliquent pas à toi. Là. Ça, c'est le fun, par contre. Parce qu'au final, nous autres, la réglementation sur les véhicules lourds, c'est pour le transport. C'est pour l'industrie du transport. C'est pas pour monsieur, madame, tout le monde qui monte à son chalet avec 2-4 roues, 2 skidoo. Puis dans ce cas-là, tu l'as mené... Sauf que là, si tu fais du commercial la semaine puis du personnel la fin de semaine, ça se peut qu'on ait été vérifié. Même si c'est dans un cadre personnel, parce que nous autres, c'est une des choses qu'on va vérifier. Que tu peux vérifier aussi. Par exemple, la semaine, si tu fais du transport, ben, ta ronde de sécurité, tu dois la remplir. Possiblement avec ton logbook aussi. Mais la fin de semaine, dans un cadre personnel, ben non, tu n'as pas besoin de remplir ça. Oui. Parce que c'est dans un cadre personnel. Non, c'est ça, Mané. C'est pas interdit d'avoir un véhicule lourd à la maison pour raison personnelle. Okay. C'est juste que... Tant que tu as les permis, puis que là, c'est vraiment, il faut démystifier. Là, tu es en train de faire quoi? Là? C'est-tu un transport rémunéré? C'est-tu ta compagnie de transport? C'est quoi? Fait que c'est une des choses qu'on vérifie ça, sur le terrain. Il y a beaucoup de choses. C'est quand même intéressant à quel point c'est diversifié. Les choses à vérifier. Là, je pense que c'est pour ça que même après 10 ans, j'aime encore ma job parce qu'honnêtement, chaque intervention est différente. Tu as tout le temps un petit niveau de complexité qui va varier.
Puis ça te fait fouiller dans tes livres. Puis moi, je prétends pas tout connaître par cœur. Tu pourrais m'arriver une question, mais hey, Sam, je n'ai pas la réponse, je vais aller fouiller parce que moi, je connais pas tout par cœur. Non, puis à un moment donné, on applique beaucoup de choses, puis je préfère aller lire comment c'est écrit parce que c'est le livre qui a raison. C'est super intéressant. Y a-tu des éléments, des fois, dans ton travail que tu te dis, c'est-tu dangereux, être contrôleur routier? J'ai pris le terme dangereux. C'est une bonne question. Écoute, on porte une veste par balle. Oui. Tantôt, je te voyais avec ton kit, j'étais comme, tu sais, j'ai des armes intermédiaires. Écoute, il peut toujours y avoir une intervention qui tourne mal. On travaille sur la route, on intercepte des véhicules, on ne sait pas c'est qui le chauffeur. Écoute, je te cacherai pas que là, au niveau des mots, là, Non, puis tu sais, c'est moi qui ai pris le mot danger, là. Okay? C'est mon mot, là. Fait que là, stress avec ça. C'est mon mot. C'est-tu dangereux ou non? Est-ce que... oui, c'est-à-dire... Ah oui. Comme je te dis, le conducteur, on ne sait pas c'est qui. La réaction de la personne aussi, on ne sait jamais. Puis, nos constats d'infraction, certains qu'on donne sont assez dispendieux. Fait que c'est pas impossible que ça crée une réaction chez le conducteur lorsque vient le moment de signifier les constats d'infraction. C'est ça. C'est pas pour rien qu'on a une veste par balle, on a des armes intermédiaires. C'est parce qu'au final, notre travail peut amener des situations dangereuses. Je comprends. Puis ça t'es-tu déjà arrivé d'avoir des moments où tu t'es dit, hey, là, je suis comme en danger, là? Je te dirais, moi, je me débrouille quand même bien avec le mange-patate. Okay? ça marche. Ben, souvent, tu arrives à détendre l'atmosphère, calmer, relativiser. Écoutez, monsieur, je comprends que le constat d'infraction est cher. Il y a toujours une façon de l'annoncer aussi. Puis regardez, monsieur, là, je vous donne celui-là, mais je vous donne pas ces deux-là. Tu sais, à un moment donné, dans la plupart des cas, ça fonctionne. Personnellement, si tu me demandes, moi, Sébastien, as-tu déjà eu peur pour ta vie? Je te dirais, ça ne sera pas nécessairement dans mon expérience personnelle à cause de chauffeurs agressifs. Quoique des fois, il a fallu que je lève le ton, là, on ne se le cachera pas. Oui, c'est ça. Mais c'est souvent, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, ça s'est arrêté là. Mais c'est parce que tu ne sais jamais, c'est où que ça va s'arrêter, la ligne de l'autre est où, puis tout ça. J'ai envie de te poser une question très... les camionneurs qui viennent de loin, là, les gens qui ont accès plus facilement, je sais pas, avoir des armes avec eux. C'est quelque chose qui vous stresse, mettons? C'est quelque chose que toi, tu réfléchis? Tu y penses parce que le soir, tu peux revenir à la maison. Là. C'est normal, ça, on est des êtres humains. Ouais. Tu y penses. Après ça, moi, j'en ai jamais constaté là, en disant. Ça veut pas dire qu'il n'avait pas. Non, mais j'en ai jamais vu. Ça s'est pas rendu à cette escalade-là. Mais tu sais, j'ai des collègues qui pourraient dire qu'ils en ont vu là, réellement là, des armes à feu. Là. C'est comment c'était. Ça peut arriver, tu interceptes une camionnette, un pick-up, puis que le monsieur, c'est un chasseur, là, tu sais. Ah ouais. Il y a des armes à bord, puis il est pas content. Tu l'interceptais parce qu'il était au cellulaire, là, tu sais. C'est pas impossible. Là. Fait que c'est ça. Cellulaire, là, tu viens de mourir une autre porte, on dirait. Là, tu peux pas arrêter une plaque promenade pour cellulaire. Plaque promenade, on est-tu dans nos 5 motifs? Non, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. OK. T'es plaqué F. Tout le code de la sécurité routière, là, cette première des 3 bibles-là, s'applique au F, là, en ce qui a trait à mon travail. Là. Okay. Moi, j'ai full mandat sur un F. C'est-à-dire que tout ça s'applique à toi. Fait que c'est la vitesse, c'est les stops, c'est le cellulaire, c'est la ceinture, c'est n'importe quelle infraction que tu peux penser à partir du moment où tu es plaqué F, ou que tu es un véhicule lourd, ou que tu es un taxi, ou que tu es n'importe quel véhicule dans mon mandat. Tout s'applique. C'est intéressant de savoir ça. Puis c'est intéressant aussi de voir l'autre médaille du côté plus stressant. des fois, on dirait qu'on se dit, c'est le contrôle routier, dans le sens que c'est des chargements, on arrête, on vérifie. C'est de la vérification dans ma tête, on dirait un peu plus. Mais c'est vrai que quand tu arrives avec un gros bill à la fin, que ce soit au téléphone, au volant ou whatever, c'est ça. Quand il y a la facture qui arrive... Des conducteurs agressifs, j'en ai croisé plus d'un. Là. Je veux juste le dire. C'est juste que moi, personnellement, ça s'est toujours quand même bien terminé. Des fois, le conducteur... dans les exemples qui me viennent en tête, c'est des conducteurs. Là. Bon, claquent la porte, partent un petit peu rapidement, disons, là, mais personnellement, c'est moi ce que j'ai vécu. Comme je te dis, j'ai des collègues qui ont vécu, mettons, des niveaux plus stressants. Comme quoi? Comme quoi?
Ben, on peut aussi parler du volet danger par accident de notre travail. J'ai un collègue, moi, qui a intercepté sur l'autoroute 20 un ensemble de véhicules lourds, un tracteur semi-remorque. Et on se met à risque, je ne veux pas, en interceptant comme ça sur le bord de l'autoroute. Mais le monde, ils changent de voie. Ils font-tu le changement de voie quand vous arrêtez? Ben, pas tout le temps, tu sais. La plupart des camionneurs, je dois le dire, ils le font. Peut-être parce qu'ils ont peur qu'on parte après. Les automobilistes aussi, ils le font-tu? Il y en a beaucoup qui... Ben, beaucoup. Ça arrive quand même fréquemment qu'il y en a qui le font pas. Ça, c'est la fameuse zone de protection. Le corridor de sécurité. Le corridor de sécurité, ouais. Quand j'intercepte un véhicule lourd, moi, personnellement, j'essaie de l'emmener dans une sortie. Je vais l'emmener dans le routière. Je ne resterai pas là parce que nos interventions, des fois, vont durer 20, 30. Des fois, c'est plus long, plus complexe. Le véhicule vient de l'extérieur, pas connu au Québec au niveau de l'informatique. Il va falloir tout l'intégrer. Ça peut être plus long, là, 45 minutes sur le bord de l'autoroute. C'est stressant, là. Ben, tout ce temps-là, tu te mets à risque. Fait que souvent, ce qu'on fait, puis ce que mes collègues font, c'est qu'ils vont intercepter le véhicule. On va dire, monsieur, on se donne rendez-vous pour la prochaine sortie, puis on va faire l'interception là, dans une bretelle. Mais t'as des collègues qui ont déjà vécu ça? Ben, moi, j'ai quelques exemples. J'en ai un plus frappant en tête, là, où c'est mon collègue intercepte sur l'autoroute 20, et puis, on est comme en fin d'après-midi, l'autoroute 20, direction ouest. Ouais. On a le soleil d'en face. C'est peut-être ça qui est arrivé, conducteur fatigué, peut-être. Il arrive un autre camion en arrière de mon collègue. Et là, on ne saura peut-être jamais ce qui s'est passé, là, mais il a peut-être cogné du nez, il a peut-être pas vu à cause qu'il était aveuglé. Il a heurté le véhicule de patrouille de mon collègue, mais heureusement pour lui, parce que lui, il était en interception, je le rappelle, derrière une semi-remorque. Donc, on se met un petit peu en décalé là, pour se laisser un corridor. Là. Ah ouais. Fait que, puis le tracteur semi-remorque qui s'en est derrière lui a comment dire, heurté, mais tout le côté latéral, côté conducteur. Là. OK, il a frotté. Il a frotté tout le long, du coin arrière gauche. Il a arraché le miroir. Mais il l'a pas les poussé. Fenêtres ont cassé. Et mais effectivement, s'il était comme quelques centimètres plus à droite puis qu'il le pognait vraiment dans le pare-choc arrière, il l'a ramené. Il coinçait entre les deux camions. Là. Seigneur Dieu. Puis là, le camionneur, c'est un monsieur des États-Unis, cette fois-là, a réussi à sortir. Parce qu'après ça, il était comme sur le point de perdre le contrôle. Il s'est replacé. Il est allé se stationner un petit peu plus loin, comme 1 kilomètre plus loin dans l'accotement. Fait que mon collègue qui a pris sa retraite maintenant, a rembarqué dans son véhicule et il a redonné ses papiers au gars qui venait d'intercepter. Ouais. Il a rembarqué dans son véhicule puis il est allé le voir tout de suite. C'est l'adrénaline, là. Ah oui, c'est comme il est allé intercepter celui qui avait rentré dedans, finalement. C'est stressant pareil. Puis on va le voir, puis donne-moi ton logbook, tes documents, on va faire une vérification. J'espère, crime. Mais tu sais, sur l'adrénaline, là. Mais tu sais, des cas comme ça, j'en ai d'autres, des collègues aussi qui ont eu des accidents comme ça. Ça fait partie du métier parce que on est tout le temps sur la route, là. Il faut penser aussi au fait que le métier de base, c'est quand même de rendre les routes plus sécuritaires. Hein. C'est important de le rappeler, cet élément-là. Effectivement. Ça a été vraiment une belle conversation. Sébastien, on arrive déjà vers la fin du podcast. Ça passe vite. Ça passe extrêmement vite. Écoute, j'arrête tellement de choses à te jaser. J'aurais eu envie en plus de conseiller, mais je veux juste... Tu sais, on parlait du Chevrolet Silverado EV. Je te parlais, puis j'ai fait mes recherches. D'ailleurs, j'ai remarqué que Chevrolet n'aime pas ça donner à la donnée. C'est dur de trouver. J'ai fait plusieurs recherches, mais je le savais que je n'étais pas fou. 3946 kg. Le Chevrolet Silverado EV First Edition, sa masse-nette. Sa masse-nette. Fait que là, lui, il va être plaqué L parce qu'il est en haut de 3000. Ben, c'est ça que j'ai appris, mais ça, c'est plaqué L quand tu l'as comme... Pas pour personnel. Il y a des exceptions. Parce que c'est en bas de 4000, là, il faudrait que j'aille relire comment c'est écrit. Personnel, mais tu as des L perso puis tu as des L commerciales. La plaque, au final, ne veut pas dire grand-chose. C'est pas ça qui fait que tu es un véhicule lourd. Je le rappelle, c'est le PNVB. Dans ce cas-ci, lui, son PNVB était plus lourd. Là, si on se fait à donner que tu m'avais donné plus tôt, c'était 4700. Ouais. Ça serait un véhicule lourd. Théoriquement, c'est du moment qu'on le rentre dans l'univers des... Mais, c'est quand même capoté. Mais on est en bas de 4000 de masse-nette. Donc, tu sais, mettons, on va tomber dans l'exemption. Il n'y aura pas besoin d'arrêter nécessairement au poste de contrôle. C'est ça, parce que j'avais parlé avec un contrôleur routier de ça un moment donné, puis il m'avait dit qu'effectivement, ce véhicule-là, selon les données qu'on avait, pourrait être considéré comme ça. Puis, tu sais, je terminerais juste là-dessus. Comment tu vois ça, la transformation, tu sais, les véhicules routiers qui deviennent de plus en plus lourds comme ça, pour votre travail, tu sais, qui est aussi de l'état des routes, on a tous les changements qui viennent avec les températures, de faire attention aux roulières, de ne pas briser l'état du réseau routier. C'est quelque chose qui t'intéresse, qui te stresse? Écoute, moi, je suis pas ingénieur. Là. J'ai de la misère à me faire une opinion là-dessus, dans le sens où ça fait une grosse différence que le pick-up, il pèse...
Ça fait-tu c'est ça, sur l'état du réseau routier? Après ça, peut-être que l'empattement est plus long. C'est ça. Les pneus sont plus larges. Au niveau vraiment de la distribution de la charge sur le réseau routier, je peux pas me prononcer parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ont pensé à ça. Le poids va être distribué peut-être différemment, puis au final, l'impact est peut-être pas si grand que ça. Okay. Fait que c'est vraiment ça, toujours à ce niveau-là. Ben merci, Sébastien, d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous. Extrêmement plaisir. Puis je répète, si jamais vous avez écouté le podcast au complet, j'ai appris des choses. Maintenant, je sais aussi qu'on peut, en tant que simple mortel, qui a des plaques de promenade, se faire intercepter par les contrôleurs routiers. Donc, sachez-le. Non, mais sachez-le dans le sens que maintenant, ça fait partie de ça. Et vous êtes là aussi pour rendre les routes plus sécuritaires puis rendre notre réseau plus circulable. Donc, merci pour ça. Moi, de mon côté, c'est sûr que je vous invite toujours à suivre les réseaux sociaux de RPM pour découvrir l'ensemble des prochains épisodes qui s'en viennent. Si vous voulez en apprendre aussi davantage sur la profession en tant que telle, on peut s'informer sur... Avez-vous un site web, les contrôleurs routiers du Québec? En fait, nous autres, on est une agence d'application de la loi qui est rattachée à la SAAQ. Donc, si vous allez sur le site de la SAAQ, Société d'assurance automobile du Québec, il y a l'onglet contrôle routier. Vous allez voir l'information sur notre rôle, c'est quoi notre mission, comment appliquer si vous voulez devenir contrôleur routier. Fait à cet endroit-là, vous allez avoir l'information. Donc maintenant, c'est dit. Si vous voulez continuer la conversation, je vais aussi prendre toujours quelques minutes pour remercier Automobile en direct de nous aider à faire ce beau podcast-là. On a une belle première saison qui achève tranquillement. Ça va bien. On aura réussi à faire une belle saison et on va continuer. Je vous l'annonce déjà un petit peu, mais on va continuer avec le podcast RPM. C'est des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, iHeartRadio. Il me dire ça. Et sur le rpmweb.ca. Je vous invite aussi à découvrir RPM, l'émission. Si vous ne l'avez pas, je ne l'ai jamais écouté encore. C'est disponible sur Crave pour ceux qui aimeraient ça l'avoir de manière plus facile sans devoir l'écouter le dimanche matin à la télé. C'est possible. Ça vaut la peine d'aller y jeter un coup d'œil. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud puis je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous aime. J'aime ça faire le podcast. Puis on se dit à bientôt. Bye bye. Le podcast RPM vous est présenté par Automobile en direct. Automobile en direct, ton auto, on le direct.